À de Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka qui se poursuit avec notre visite à l'Institut du monde arabe sur le quai de la Seine. Ouais, donc c'est une exposition qui a été proposée avec l'aide du MAH, le Musée d'art et d'histoire de Genève, et le soutien de l'autorité nationale palestinienne. Donc l'Institut du monde arabe expose ainsi une sélection de 130 chefs-d'œuvre de cet ensemble qui sont issus des fouilles franco-palestiniennes qui avaient commencé en 1995. Donc l'exposition s'appelle Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire. Et en voyant ce titre d'exposition, effectivement, moi j'ai tout de suite pensé à cette idée qu'Israël a fait courir, bien sûr, que la Palestine était une terre sans peuple. Donc ouais. Là, effectivement, j'ai pensé au livre de Liane Papé, Les 10 légendes structurantes d'Israël. C'est son premier chapitre. Et là, effectivement, cette exposition met en valeur toute cette histoire riche, d'une richesse incroyable de Gaza. 5000 ans. 5000 ans d'histoire, quoi. Et donc, avant de devenir une prison à ciel ouvert, ou même maintenant une cage à ciel ouvert, Gaza fut un centre économique avec un riche passé commercial et politique. Et artistique. Et artistique. C'était un point de rencontre d'une multitude de cultures, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Mamelouks et les Ottomans. Et donc cette exposition témoigne d'un passé prestigieux depuis l'âge du bronze. Gaza recèle une quantité de sites archéologiques de toutes les époques et aujourd'hui qui sont majoritairement en péril. Donc on assiste aujourd'hui à sa destruction, à la destruction de ce territoire plurimillénaire. Il y a René Elter qui est interviewé, qui a un podcast sur Radio France justement, qui lui travaille au musée d'art et d'histoire de Genève, je crois, et qui nous parle un petit peu de toutes les fouilles archéologiques qui sont en cours, qui étaient jusqu'au même début mars où les gens travaillaient encore. Bon là, depuis le 2 mars, ils préservent les équipes, c'est trop dangereux avec la reprise des bombardements qui se sont intensifiés, c'est trop dangereux d'aller sur le terrain, mais ils ont vraiment, dès qu'il y a eu ce cessez-le-feu, ils sont retournés sur les sites, il y a vraiment une envie de préserver ce patrimoine. Et quand l'intervieweur demande mais est-ce qu'on vous n'opposez pas les pierres et le patrimoine, justement, est-ce que ça ne s'oppose pas pierre et patrimoine face à tous ces milliers de morts? En fait non, parce que le patrimoine fait bien sûr partie de l'être humain, c'est toute son histoire, d'où cette importance de préserver, de garder et de faire connaître tout ça, quoi. Sans ce patrimoine, sans cette histoire, il n'existe pas le peuple palestinien. C'est la justification de son existence. Effectivement, on peut du coup après sinon refaire l'histoire et raconter qu'il y avait rien. Raconter n'importe quoi comme le font les Israéliens. Exactement. Et donc depuis le 17 février 2025, selon l'UNESCO, qui se base sur des images satellitaires, on a pu voir la destruction de 10 mosquées sur 15, d'une église sur 3, l'unique forteresse a été bombardée et le seul musée aussi, le souk, le palais du Pacha, le hammam, il y a 7 sites archéologiques sur 82, 5 monuments sur 5, donc il y a des destructions de plus en plus massives. Et quand on revient sur cette histoire de l'archéologie à Gaza, en fait, l'archéologie a commencé par un accident heureux. En fait, découverte en 1879 par un paysan dans cette Palestine ottomane. Il y a une statue de Zeus Marnas qui est conservée maintenant au musée d'Istanbul. Donc ce paysan a découvert cette statue et s'était trouvé dans le Wadi Rasé. C'est un endroit où il y a un cours d'eau. C'est le seul cours d'eau qui traverse d'est en ouest cette bande de Gaza, qui vient du Negev et qui se jette dans la Méditerranée. Et ce lieu est à l'origine de l'histoire de Gaza. Donc la ville est citée pour la première fois après dans des textes égyptiens du règne de Thoutmôsis III. Donc ça, c'est à peu près 1500 ans avant notre ère. Elle y est nommée Azatou, d'où vient le nom actuel arabe Gaza. Et les premiers groupes donc viennent s'installer dans ce lieu et ce port qui est un refuge pour les bateaux qui longeaient la côte, et là ils vont s'y installer même dès 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a différents groupes qui viennent d'Égypte. En fait, c'est une frontière entre l'empire égyptien et assyrien.
Donc Gaza avait un territoire à l'époque qui était plus vaste qu'aujourd'hui, et du nord au sud, on avait la route d'Horus, qui était un grand axe de circulation entre la Syrie et l'Égypte. Et donc on a aussi toute cette partie de la côte où il y avait des navigateurs, des commerçants. En fait, il y avait un melting pot, c'était vraiment un carrefour incroyable. Il y a une grande carte d'ailleurs dans cette exposition qui nous montre toutes les routes économiques qui pouvaient y avoir, quoi. Et donc l'école biblique archéologique française de Jérusalem, c'est là que travaille René Helter justement. Donc eux ont travaillé sur place, ils ont un programme de formation, il y a des jeunes Gazaouis qui sont formés à l'archéologie et ils ont créé une ONG et un programme qui s'appelle Intiqual, qui veut dire transmission, donc qui s'attache justement à récupérer et à préserver tout ce qui est possible. Et donc le gros problème actuellement, c'est que les destructions ne datent pas du 7 octobre, elles avaient commencé bien avant, il y a eu plusieurs guerres à Gaza. Elles sont liées aussi à une grosse crise humanitaire, humanitaire et à la densité de population, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions d'habitants sur un petit morceau de terre, donc il y a les gens qui ont besoin de construire, il y a du bâti, il y avait du bâti avant que ce soit détruit, donc en fait ça peut mettre en péril aussi certains patrimoines. Et il y a des programmes aussi, là tout est prêt, en fait des programmes sont préfinancés déjà par des Britanniques, l'Agence française de développement, pour pouvoir reprendre le travail dès que la bande sera à nouveau accessible. Et là toutes les destructions qu'on peut voir, en fait là la crise actuelle renforce aussi ce danger et se met en péril effectivement la récupération de morceaux d'églises, de mosquées, parce que maintenant les gens sont tellement dans la précarité que si jamais il y a des endroits préservés qui on peut récupérer des pierres, des bouts de bois, des tôles, n'importe quoi pour se protéger, effectivement la population est tellement en survie que elle va se servir, quoi. C'est bien évident, hein. Et personne ne peut leur jeter d'anathème à ce propos. Bien sûr que non. Et alors il y a la grande mosquée Al-Omari, elle qui avait été détruite à la fin de décembre 2023, qui est au centre de Gaza. Et en fait cette mosquée était un lieu important parce que justement elle avait été installée sur une cathédrale croisée, et après il y a eu une mosquée omeyyade et une église byzantine. Donc en fait on voit ces lieux, en fait ces lieux de culte qui sont réappropriés à chaque fois par les populations, en fait. En fin de compte, ce sont les bombes qui ont raison de tout ça. Voilà. Donc nous, ce qu'on a vu dans cette exposition, on a vu des belles choses, hein. On a vu de l'archéologie, on a vu des petites lampes à huile qui devaient servir dans des temples. Des bronzes. On a vu des bronzes, on a vu une mosaïque absolument superbe. Immense. Ouais, immense. Et puis byzantine, une mosaïque byzantine. Des anciennes pierres gravées, calligraphiées même carrément taillées avec les outils nécessaires pour la taille de la pierre. Enfin, si vous voulez, c'est bon. Ce sont pas des pièces grandioses. Il y a, à part quelques frontons, quelques frontispices en marbre, mais d'une manière générale, c'est plutôt intimiste, c'est plutôt des poteries, etc. C'est pas des choses immenses, c'est surtout des poteries, des amphores qui contenaient du grain ou du vin, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Parce que justement, au IIe siècle, en fait, Gaza était une cité florissante et elle avait un commerce traditionnel d'encens, mais il y avait ce développement de la viticulture. Donc le vin de Gaza et d'Asclélon était un produit de luxe qui était réputé pour ses vertus médicinales, qui était recherché dans l'Empire romain. Et à Alexandrie, en fait, la proportion d'amphores de Gaza était passée de 15% au début de l'Empire à 45% vers le IVe siècle. Donc il y a de nombreux Égyptiens qui se sont installés à Gaza, particulièrement des chrétiens, pour le commerce du vin. Et comme d'autres cités d'Orient, Gaza devient une ville sainte avec le sanctuaire, donc après du dieu Marnas, qui a été retrouvé, donc le dernier dieu païen à recevoir le culte d'une cité entière, quoi.
Et donc on voit aussi des stèles. Alors l'exposition en fait est présentée chronologiquement, avec à chaque fois un petit panneau qui explique ce qui s'est passé à peu près à chaque époque, en remontant justement à l'âge du bronze jusqu'à aujourd'hui. Donc là on va pas rentrer dans tous les détails de toutes ces civilisations parce que c'est très précis et peut-être un peu complexe. Ça nécessiterait, si vous voulez, une dizaine, une vingtaine d'émissions pour pouvoir tout débrouiller, parce que même simplement une visite comme celle que l'on a effectuée, ça nous donne, on a un aperçu, le petit bout de la lorgnette en quelque sorte, hein, mais si vous voulez, ça nous donne quand même l'idée que avec encore quelques décennies de fouilles, on arrivera quand même à trouver à récupérer encore des centaines et des centaines de pièces qui pourront attester d'une civilisation extraordinaire sur 5000 ans d'histoire. Voilà. C'est Gaza aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'image est d'ailleurs assez comment dirais-je extraordinaire, j'allais dire extraterrestre, parce que on voit aujourd'hui un champ de ruines comme il n'en a jamais existé, parce que Gaza a été probablement, même sûrement au cours de ces 5000 ans d'histoire, a été détruite, a été reconstruite, etc. Bien sûr, oui. Mais jamais à ce point. Parce que dans l'Antiquité, on pouvait raser une ville, mais je veux dire, c'était aussi vite reconstruit, c'était sur une route commerciale, il y avait des besoins vitaux pour le commerce, pour la vie, tout simplement. Donc voilà, c'est la première fois probablement dans son histoire, dans 5000 ans d'histoire, que Gaza est vraiment réduite en cendres. Et d'ailleurs, justement, il y a un petit panneau là sur Gaza 1905-1922, un patrimoine et des paysages disparus. Et je trouve que ça nous met bien dans l'idée de ce qu'était Gaza, ce qu'il raconte. En visite à Gaza au tout début du XXe siècle, le voyageur découvrait le charme désuet de l'agglomération, entouré de petits jardins, le pittoresque des palmeraies dans les dunes et du port de pêche. Les photographies inédites de la collection de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, donc, sont des documents uniques de ces paysages disparus. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans la deuxième salle avec ces photos en noir et blanc, effectivement, qui nous transportent dans un monde magique un petit peu. Hein, et le XXe siècle, donc, allait aborder justement son lot de bouleversements à Gaza. Donc, il n'y a pas si longtemps, on cultivait énormément de fraises à Gaza. D'ailleurs, il y avait même un blocus israélien sur le commerce des fraises, parce que les Israéliens préféraient vendre leurs fraises, donc empêchaient les Gazaouis de vendre les leurs. Mais effectivement, il y avait une cité comme c'est curieux. Curieux, hein. Il y avait une cité très très prospère quand même. Au XXe siècle. Au XXe siècle, il n'y a pas si longtemps. Et d'ailleurs, on voit bien même l'UGFP qui avait fait construire ce château d'eau, qui aidait des paysans. Enfin, puis il y avait ce port de pêche, quoi. Il y a une plage, il y a une mer magnifique à Gaza. Mais maintenant, il n'y a même plus de bateaux de pêcheurs. Vous voyez, les pêcheurs, ils sont sur des portes de frigo qui flottent. Voilà, ils sont sur des portes de frigo. Ils pêchent quelques mulets, quelques dorades dans le port de Gaza. Mais il n'y a plus d'industrie de pêche, plus du tout, parce que les Israéliens confisquent les bateaux ou les détruisent ou empêchent les embarcations d'aller pêcher au-delà d'une certaine limite, ou là où il y a du poisson. Voilà. Non, mais c'est vraiment, c'est d'une tristesse infinie de regarder ce saccage de la vie dans ce petit pays de Palestine. Ouais. Et là, donc, depuis le 26 juillet 2024, le monastère de Saint-Hilarion a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et au-delà de ce complexe reconnu pour sa valeur universelle, il y a près de 345 sites, bâtiments historiques et vestiges de villes anciennes qui sont aujourd'hui donc recensés par l'UNESCO et répartis entre les villes de Gaza, de Khan Younis, de Deir el-Bala, de Rafah, de Behannoun, ainsi que dans 8 camps de réfugiés et de nombreux villages. Non, si vous voulez, c'est une balade. D'ailleurs, cet institut arabe est magnifique. C'est vraiment un lieu que tout le monde devrait connaître, visiter régulièrement.
Nous, on n'y va pas assez, on devrait y aller plus souvent, d'ailleurs, parce qu'il y a des collections permanentes aussi, voilà. Bon, l'entrée, c'est comme tous les musées parisiens, c'est 15 balles l'entrée, je trouve que c'est un peu cher, voilà, parce que si on est tout seul encore, déjà, c'est un peu cher, mais si on est une famille de 5 ou 6 personnes, voilà, plus le resto à Paris, ou quelque chose comme ça, ou même le pique-nique sur les bords de Seine, c'est une journée à 100 balles, quoi, bon. Ouais. Mais là, de toute façon, on peut que les féliciter d'avoir fait cette exposition. Absolument. Et donc, et là, justement, c'est les pièces qui sont exposées viennent de Genève, parce qu'en fait, il y avait eu plusieurs expositions et en fait, elles n'ont jamais pu être rapatriées à Gaza. Donc, parce qu'il y avait un moment, on parlait de faire aussi un grand musée aussi en Palestine, et pour l'instant, tout ça, c'est des projets qui peuvent pas voir le jour, quoi. Donc, heureusement que ces pièces sont sauvées, qu'elles sont gardées à Genève, quoi. Et enfin, nous ici, on se moque assez régulièrement, entre nous en tout cas, de Jackie, de Jacques Lang, qui est le président de l'Institut du monde arabe. Il s'est fait faire une rallonge de 3 ans parce qu'il ne peut pas décrocher lui non plus. C'est vraiment la momie de Raskar Kapak maintenant. Mais enfin, c'est quand même sous son patronage que cette exposition a été montée. Et d'ailleurs, il intervient avec des petits textes qui sont pas du tout stupides, qui sont même assez bien foutus sur cette exposition, sur cette ville, sur la Palestine. Exactement, sur le fait que tant qu'il y a des images et des pièces, la mémoire continue d'exister. Voilà, ouais. Ouais. Et Jack Lang, moi je l'avais vu avec Leila Shahid, justement, quand il y a eu cette flottille de la paix avec Sarah Katz qui passait sur les bords de Seine. Et donc ils étaient là tous les deux pour quand même accueillir cette flottille qui traversait Paris, quoi. Oui, donc c'est pas, si vous voulez, Jack Lang qui était vraiment le petit chérubin de Mitterrand, il a pas fait que des choses intéressantes, parce qu'il a un peu saccagé aussi l'apprentissage de l'art. Voilà, il a un peu foutu en l'air tout un tissu, un bâti pour les apprentissages artistiques, mais il a quand même marqué de sa personnalité justement cet Institut du monde arabe, et c'est pas rien du tout. Voilà. Je voudrais terminer par ces quelques vers de Doha Kalout, une éloge funèbre de la vieille ville de Gaza et de ses rues en 2024. Pendant des mois, nous avons vu le lourd marteau pilonner le nerf de la ville, s'abattre de tout son poids rageur, broyer en même temps que nos âmes, une fière histoire chancelante sur les marches du temps. Pendant des mois, nous avons gravé dans notre mémoire ce qui pouvait être sauvé. Nous avons pleuré les années qui saignaient sous les décombres. Nous avons fait des promesses de t'insuffler de nouveau la vie, de te restaurer comme emblème et comme histoire. Tu t'es détourné comme s'il n'y avait point eu de serment, ni de voix, ni de pleurs, et tu as disparu. Voilà, ces phrases sont sur un poster qui est gracieusement offert par le musée de l'Institut du monde arabe dans la 2e salle d'exposition. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine. Et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée,
le père de mon père, et son père avant lui, patient, pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse. À croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. La chanson en Palestine, Michel Buller. Donc les expositions, donc cette exposition Trésors cachés de Gaza à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 novembre. Daniel Cordier au Musée de la Libération jusqu'au 13 juillet. Willy Ronis à Nogent-sur-Marne jusqu'au 31 juillet. Suzanne Valadon à Pompidou jusqu'au 26 avril. L'art dégénéré au Musée Picasso jusqu'au 25 mai. Artemisia Gentileschi, héroïne de l'art, au musée Jacques-Marandré jusqu'au 3 août. Maximilien Luce, l'instinct du paysage, au musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre. Christian Krog, Peuple du Nord, au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet. Gabriele Münter, peindre sans détour, au musée d'art moderne jusqu'au 24 août. Aubusson Tolkien au Collège des Bernardins jusqu'au 18 mai. Et celle-ci est gratuite. Le culturel de la semaine. Eh bien, moi j'ai vu un reportage justement sur un journaliste gazaoui, qui est toujours à Gazaoui, qui a reçu récemment un grand prix du journalisme qui a été présenté par justement le président de cet organisme. Alors, j'ai peur de mélanger les crayons, je ne sais pas si c'est le jury Albert Londres ou Jack London. Non, je crois que c'est Albert Londres. Il n'y a pas de prix Jacques London, je pense pas. Oui, et donc c'était sur France Info. Et pour la première fois depuis des années, enfin si je ne me trompe pas, je ne vais pas regarder France Info depuis des années, mais un reportage sur Gaza et sur ce journaliste en poste à Gaza avec sa femme et 2 enfants, dont un tout petit bébé, qui ne quitte pas Gaza, qui dit qu'il doit rester sur le terrain, quitte à y rester définitivement 6 pieds sous terre, voilà, avec sa femme et ses enfants. Vraiment un homme lumineux, courageux, qui m'a bouleversé complètement, voilà. Pour dire, moi je suis, et qui se disait même privilégié par rapport à l'immense population prisonnière dans cet enfer, affamé, blessé, meurtri, piétiné par la soldatesque israélienne. Voilà.
Non, non, c'est vraiment, si vous pouvez, s'il y a jamais un replay de cette émission, qui était samedi après-midi, je pense, oui, ça devait être samedi après-midi, sur France Info à la télé. Vraiment, je pense que c'est une demi-heure d'émission magnifique. Bon, bah, tant mieux que des journalistes palestiniens puissent avoir une part de nos audiences. Parce oui, enfin, ils l'ont payé quand même avec 200 morts, quoi. Voilà, et ils l'ont payé avec 200 morts, ce qui est l'équivalent de 7000 journalistes français. Et quand on pense à cette journaliste cinéaste palestinienne qui, le lendemain du jour où elle a appris que son film allait passer dans le festival Acide à Cannes, qui a été quand même assassiné par l'armée israélienne, parce qu'on sait très bien qu'ils ciblent comme ils veulent avec l'intelligence artificielle et les drones. Ils peuvent très bien, ils touchent pas par hasard. Donc espérons que ce journaliste ne le paye pas de sa vie dès demain, quoi. Oui, parce qu'il a survécu jusqu'à maintenant, mais avec ce passage à la télévision française, à une heure de grande écoute et pendant plus d'une demi-heure, là, ils ont eu tout le temps de l'étudier et d'essayer de savoir où il était. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai fini le livre que je disais la semaine dernière, qui était très très bien, Loin à l'ouest de Delphine Coulin. Et là, je commence Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre. Alors, Pierre Lemaitre, c'est celui qui a écrit beaucoup, qui a écrit des trilogies sur le siècle, qui avait fait une trilogie de polars que j'avais trouvé très très difficile. Alors, ce serpent majuscule, c'est un de ses premiers romans. Il l'avait écrit en 85. Il l'a jamais proposé à un éditeur. Et là, il l'a repris. Et c'est une écriture qui est assez addictive, avec un univers d'une tueuse à gages qui a 70 ans. Et donc c'est assez déjanté, c'est toujours un peu difficile, il est cynique, enfin voilà, il faut pas s'attendre à de la douceur, donc j'ai toujours un peu peur pour les personnages et ce qui peut leur arriver, mais en tout cas on rentre quand même en plein dans ce roman, et je dirais après comment j'ai trouvé. Si c'est trop difficile, ça va pas me plaire, parce que j'ai vraiment des limites. Mais c'est policier ou fantastique? C'est plutôt policier, c'est policier. Donc voilà, il y a cette tueuse à gages Mathilde qui est là et qui n'a pas peur de tirer à bout portant, qui a fait partie d'un réseau de résistance, et dans son réseau de résistance, visiblement, quand on raconte comment elle a fait parler un Allemand qu'ils avaient capturé, on a un peu froid dans le dos. Donc celui qui était directeur, enfin qui était chef de ce réseau de résistance, en fait, il a gardé des contacts avec elle, et aujourd'hui, elle est tueuse à gages pour lui, quoi. Et qu'est-ce qu'il est, lui? Bon, bah lui, maintenant, c'est un vieux monsieur, mais qui la protège. Pourquoi quand qu'il même. a besoin d'un tueur? Ça, je saurai un peu plus tard dans ma lecture. Il faut que tu me branches sur cet auteur. Hein, voilà, d'accord, je te ferai. Ça me redonnera peut-être goût à la lecture. Ouais, je ferai ça. Voilà. Je suis prêt. Et tout de suite, salut nos amanches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, dont ma camarade Piquicou a reçu des nouvelles, et elle en était très 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 heureuse, et moi aussi. Merci. Quand elle m'a mis au jus. Merci les copains. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Schnorr à coups de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Salut Polo, on t'aime toujours autant. Claudine, une copine, la copine à ma camarade Piquécou, qui est comme ma camarade Piquécou, un peu branchée. Musée, galerie, expo, etc., etc., etc. Bonne copine, quoi. Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, c'est trois poteaux. Corinne est une tapissière de génie, Anne-Emmanuel une plasticienne, et Fredo, il est un aquarelliste qui fait dans le petit format. Juliette Planck, une graveuse magnifique en relégation à Rochefort-sur-Mer, voilà, et qui ouvre son atelier de gravure à des amateurs qui ont l'envie de toucher à la lino, au bois ou à la plaque de cuivre. Voilà. Avec Juliette, vous êtes dans de bonnes mains. Sophie Gloutreix-Vrageux, une graveuse dont on a découvert une partie de l'œuvre à Saint-Sulpice, qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup le personnage, et l'artiste Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la taille d'épargne, un poète, un fou chantant, qui fait chanter le copeau de bois ou le copeau de lino. Voilà. Agnès Dubart, une graveuse émérite aussi, en relégation en Bretagne Sud, qui ouvre elle-même son atelier à ceux qui ont la chance de pouvoir se payer
des cours auprès d'Agnès pour apprendre la gravure, car c'est une grande. Thierry Morceau, un graveur bruxellois dont nous avons découvert l'œuvre dans une exposition à Saint-Maur-des-Fossés, où il avait obtenu à une biennale un premier prix. Mais c'est quelqu'un de très modeste, mais par contre avec une imagination féconde, comme savent l'être les imaginations des gens de Schnorr et même des flûtes. Alice Amoroso, une très très jeune graveuse, de retour de la Casa Velasquez, où elle a passé 3 mois à faire chauffer le burin. Ouais. Ou le burin, ou la gouge, ou bon, tout ce que vous voulez. Raoul Viloula, un graveur aussi de même trempe qu'Alice, qu'on aime beaucoup, qui grave, qui peint, qui fait des livres, qui relit lui-même, magnifique travail en pro. Colette et Jacqueline, 2 veuves de plasticiens et de peintres. Malheureusement, Colette a été rejoindre, ou heureusement pour elle, elle a pu aller rejoindre son plasticien Odon. Quant à Jacqueline, on n'a pas de nouvelles, et bon, on suppose que c'est pas quand même le paradis sur terre pour elle. Liliane et Laurence, 2 écrivaines de polar dont il n'en reste qu'une, c'est Laurence qui en ce moment est en train de folâtrer dans les Pouilles en Italie. Voilà, la vie est belle. Avec Jo le taxi. Avec Jeannot, oui, ou Jo le taxi. Avec Jo le taxi, voilà. Alice Amoro... non, mais je ne vais pas recommencer. Oui, parce que Liliane, évidemment, a rendu son billet de logement. Voilà, si on dit ça, on peut faire des variations à l'infini comme ça. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui elle-même aussi a rendu son billet de logement, on la regrette beaucoup, on l'aimait beaucoup, et on l'aime toujours, enfin son souvenir en tout cas. La Rose Flamboyante, une éminente animatrice de radio qui produit 3 émissions sur radio, une radio, j'allais le dire là, non, je ne dis pas une radio, non. 3 émissions destinées aux enfants et à leurs parents, une ancienne institut, donc elle sait de quoi qu'elle cause. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Beurre-Merlotte, voilà, dont nous avons découvert l'œuvre sur les 6 messes de la galerie L'Empreinte de Florence Quenu, à Beurre-Merlotte. On avait visité l'atelier aussi, la magnifique propriété d'Anne-Isabelle Roubaille, une cour fermée à Beurre-Merlotte. Florence Quenu, je vais en parler. Dominique Paulin-Ardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais chère à notre souvenir, à nos cœurs. On adorait Paulin-Ardouin Dominique. Et sa maman aussi nous a dit ciao, Thérèse Franco. C'était 2 galéristes parisiennes qui ont un petit peu foutu le feu aux fesses de l'art parigot, tête de veau. Marie Dognon, galériste d'une galerie, et pas la galériste d'une cave, mais d'une galerie qui s'appelle Kaléidoscope, qui est sur la rive gauche, après avoir squatté la rive droite, et qui garnit ses 6 messes d'œuvres intéressantes, dont un de ses artistes vient de nous quitter. Ilia Grimbert. Et Ilia Grimbert. C'est toujours triste quand un artiste met les bouches, voilà. Enfin, pour nous en tout cas. Parce que les artistes, ils ont souvent pas des vies très très drôles, même s'il y en a certains qui ont du succès et qui s'achètent des châteaux. La grande majorité, c'est pas vraiment le cas. Antoine Melouri, de Padam Swing. Ah. Oui, c'est plus les champignons, c'est Padam Swing. C'est Padam Swing, un petit groupe de musicos qui a renouvelé en tout cas son nom de scène. Voilà, mais qui va pas beaucoup sur scène. Bon, c'est dommage. Non, c'est dommage, oui. Enfin, moi, Antoine, j'ai hâte de venir t'écouter quand même. Hein. Oui, c'est ça. Et Anna Silorowska, une peintre polonaise dont on adore l'œuvre puissante, tellement puissante que des fois, c'est dur de la laisser accrocher au mur. L'émission est à l'écoute sur le blog aracal.fr et on se termine avec Faut vivre le muscle. Salut les copains. Je voudrais terminer par ces quelques vers de Doha Kalout, une éloge funèbre de la vieille ville de Gaza et de ses rues en 2024.
Pendant des mois, nous avons vu le lourd marteau pilonner le nerf de la ville, s'abattre de tout son poids rageur, broyer en même temps que nos âmes, une fière histoire, chancelante sur les marches du temps. Pendant des mois, nous avons gravé dans notre mémoire ce qui pouvait être sauvé. Nous avons pleuré les années qui saignaient sous les décombres. Nous avons fait des promesses de t'insuffler de nouveau la vie, de te restaurer comme emblème et comme histoire. Tu t'es détourné comme s'il n'y avait point eu de serment, ni de voix, ni de pleurs, et tu as disparu. Voilà, ces phrases sont sur un poster qui est gracieusement offert par le musée de l'Institut du monde arabe dans la 2e salle d'exposition. Je voudrais terminer par ces quelques vers de Doha Kalout, une éloge funèbre de la vieille ville de Gaza et de ses rues en 2024. Pendant des mois, nous avons vu le lourd marteau pilonner le nerf de la ville, s'abattre de tout son poids rageur, broyer en même temps que nos âmes, une fière histoire, chancelante sur les marches du temps. Pendant des mois, nous avons gravé dans notre mémoire ce qui pouvait être sauvé. Nous avons pleuré les années qui saignaient sous les décombres. Nous avons fait des promesses de t'insuffler de nouveau la vie, de te restaurer comme emblème et comme histoire. Tu t'es détourné comme s'il n'y avait point eu de serment, ni de voix, ni de pleurs, et tu as disparu. Voilà, ces phrases sont sur un poster qui est gracieusement offert par le musée de l'Institut du monde arabe dans la 2e salle d'exposition. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.